Nous sommes là réunis pour présenter un livre tout à fait étonnant qu'a composé notre ami Yves Namur. Je vais commencer par dire 2-3 mots sur Yves Namur, très bref. Puis je vous présenterai en 2 mots, vraiment à la louche, ce grand méconnu capital probablement qu'est Maeterlinck. Et puis nous passerons à un entretien à bâton rompu à propos de cet auteur. Alors Yves Namur, on le connaît, il est né en 1952, il est médecin, croyant et pratiquant, il pratique encore au moins un jour par semaine, il est poète, éditeur, académicien, et il s'est amusé à relire à peu près toute l'œuvre de Maeterlinck, ce qui fait à peu près 5000 pages, pour en tirer 447 aphorismes, sentences, qu'il a regroupés dans un très joli petit volume publié par l'édition Arfuyen, qui ont dans leur catalogue une série d'anthologies d'écrivains comme Charles Péguy, Blaise Pascal, André Suarez, Marcel Proust, Yeats, Valéry et bien d'autres. Donc ici un Maeterlinck qui, de manière un petit peu amusante, prend la suite d'un livre d'un des prédécesseurs d'Yves Namur à l'Académie, Roger Baudard, un homme très important dans le monde des lettres belges dans les années 60 et 70, académicien lui-même, et qui avait fait, dans cette fameuse collection des poètes d'aujourd'hui chez Segers, qu'on trouve encore chez les bouquinistes, qui sont des livres vraiment remarquables, une présentation et une anthologie de l'œuvre de Maeterlinck, avec notamment des facsimilés de l'écriture de Maeterlinck, c'est toujours amusant, et des photos tout à fait étonnantes, notamment du palais Orlamonde que Maeterlinck avait fait construire sur les hauteurs de Nice, un palais de 6000 mètres carrés, somptueusement meublé, enfin. Ce qui donne une idée aussi du personnage Maeterlinck dont on y reviendra tout à l'heure, dans quelques minutes. Et donc c'est amusant qu'ils prennent la suite de Roger Baudard. Il y a comme une sorte de fil rouge qu'il relie à notre Maeterlinck. Alors Maeterlinck, en 2 mots, les dates pour le situer, c'est un homme du 19e siècle, là, il naît en 1862, il meurt en 1949, il naît à Gand, d'une famille patricienne qui remonte au Moyen-Âge, donc c'est un de ces Gantois francophones qui fait ses études au collège Sainte-Barbe, le très célèbre collège Sainte-Barbe, et puis des études de droit à Gand, mais rapidement il monte à Paris où il fréquente tout le beau monde de l'époque, Mallarmé, Rodin, Wilde, Anatole France, et ainsi de suite. Et il lui arrive une chose tout à fait extraordinaire, c'est que lorsqu'il publie une de ses premières plaquettes tirées à 30 exemplaires, comme les poètes faisaient à cette époque-là, et recommence à le faire à cette époque-ci, il a droit à un article d'Octave Mirbeau dans le Figaro qui dit que ce jeune Maeterlinck est l'égal de Shakespeare. Et sa carrière est lancée de manière un petit peu miraculeuse. Cette carrière sera fulgurante puisqu'il va recevoir en 1911 le prix Nobel de littérature. Alors c'est un homme extrêmement complet. Il est à la fois poète, dramaturge, essayiste, métaphysicien, même, on y reviendra tout à l'heure. Il est dramaturge, je le disais, mais joué dans le monde entier. On a en fait assez peu idée aujourd'hui du succès phénoménal de Maeterlinck, qui d'ailleurs, lors d'un voyage en Amérique du Nord, sera accueilli comme un roi. Donc un personnage étonnant qui a des liens également avec la musique, bien sûr, Péléas et Mélisande, ça nous savons tous, qui influence Debussy, mais aussi Fauré et même Schoenberg. Alors on reviendra sur le symbolisme, le sens peut-être du terme symbolisme, puisqu'on a classé Maeterlinck dans ce courant symbolisme. Je pense que c'est plus complexe que ça en fait. Simplement, on peut dire aussi que ce francophone s'abreuve à des sources germaniques, puisqu'il a traduit Ruysbrock l'Admirable et Novalis. Donc il y a vraiment un ancrage flamand et allemand dans son œuvre, c'est assez important. Et je terminerai par dire que l'homme a été salué par Octave Mirbeau tout jeune, mais par la suite par vraiment des très grands noms de la poésie du XXe siècle, comme Rilke, Artaud,
Cocteau, Breton, Pessoa. Enfin, c'est vraiment un personnage tout à fait étonnant. Alors, je vais me retourner maintenant vers Yves Namur et lui demander d'abord peut-être de se définir en 2-3 mots. Qui est Yves Namur? Eh bien, qui va parler de Maeterlinck. Je le ferai par rapport à Maeterlinck. Tout simplement en disant je suis un imposteur. Un imposteur. Pourquoi? Parce que la seule personne qui, à mon sens, méritait de se trouver ici, aujourd'hui, et de vous parler de Maeterlinck, c'est Paul Gorsex. Paul Gorsex, qui était un membre étranger de notre académie, et qui est décédé en 2007, et c'est grâce à lui qu'on a énormément d'études. Ce ne sont pas les seuls, mais on a énormément d'études sur Maeterlinck. Je signalerai simplement une chose, c'est qu'il a fait rééditer l'œuvre complète de Maeterlinck, essentielle, pas complète, pas tout à fait, en 4 volumes. Ça a été publié par les éditions Complexes une première fois et une seconde fois par les éditions André Versailles. C'est un coffret publié conjointement par André Versailles et par l'Académie. Il y en a toujours, c'est pas cher, vous pouvez les acheter. Mais c'est l'homme de Maeterlinck. Il a publié entre autres un livre sur les affinités allemandes de Maeterlinck. Donc c'est vraiment l'homme de référence. Tout ça pour dire que je suis un imposteur, que je n'ai pas à être ici aujourd'hui. Maintenant, si on parle de Maeterlinck, et puisque vous parliez de Roger Baudard, je voudrais commencer par vous lire ces quelques lignes qui nous montrent, c'est un tableau, c'est un polaroid écrit par Roger Baudard qui je trouve extraordinaire. Je trouve qu'il est vraiment un condensé de ce que pouvait être, selon nous, ce que pouvait être Maeterlinck. Alors voilà, chaque mot a vraiment son importance dans ce... Taciturne, mais faisant métier d'écrire. Flamand, écrivant en français. Homme de science et poète. Fuyant le théâtre, auteur dramatique. Goûtant peu la musique, lui devant une grande partie de sa gloire. Aimé par Paris, n'y vivant guère. Accueilli royalement aux États-Unis, ne s'y plaisant pas. Célébré en Belgique, dès l'âge mûr, n'y mettant plus les pieds. S'évanouissant comme une jeune fille, mais boxant avec Carpentier. Mystique, moquant les mystiques. Penseur, doutant de la pensée. Cherchant la science rejetée par elle. Aimant les pauvres, ayant des palais. Tel est cet homme qui craint la mort dès l'enfance, qui ne fait que parler d'elle, qui passe 87 ans à l'attendre. Je trouve que ce portrait est très intéressant parce qu'il nous montre un peu que Maeterlinck, je crois que c'est une des choses essentielles, c'est que Maeterlinck a cultivé la loi des contraires, un peu comme les présocratiques l'ont fait. Alors, un autre portrait comme cela, très rapide, c'est celui donné par Jean Cocteau lors du 100e anniversaire de Maeterlinck. C'était ici à Bruxelles, et c'était donc en 1962. Cocteau. Maeterlinck est un dramaturge amphibie. Son style passe avec aisance du plancher des vaches au ciel astral et aux obscurs fantasmes du songe. Un gentleman farmer, un dormeur debout, un cosmonaute. Voilà, Jean Cocteau. Donc, je crois qu'une chose importante, c'est que la complexité de Maeterlinck, c'est cet homme qui finalement est double. D'ailleurs, Rémy de Gourmont disait à propos de lui, il y a 2 hommes en lui. Je crois que c'est un peu ça. Il y a aussi l'homme peut-être affairé dans les réceptions, et puis il y a l'homme chez lui, occupé à analyser, à observer ses abeilles, etc. Donc voilà, ça c'est... Et j'ai relevé ceci, je ne sais pas si elle figure dans
dans les fragments, mais ces deux fragments de Maeterlinck dans son œuvre. Chaque fois que je me contredis, je suis heureux, car je me découvre un nouveau visage. Et alors la seconde chose, c'est en 1937 Devant Dieu, qui n'ose se contredire, ne va pas au bout de sa pensée et n'a jamais fait le tour d'une idée. Maeterlinck, je crois que c'est ça. Essentiellement, s'il fallait retenir une chose, mais bien d'autres choses. On va parler peut-être plus tard de sa modernité aujourd'hui, même si on a un peu l'impression qu'il est passé de mode. Mais on y reviendra. Voilà, ça c'est les premières choses dont je voulais parler. Les influences, bon, elles ont été citées, les influences allemandes sont importantes. Il y a aussi ces influences très importantes sur des pensées orientales chez lui. Ça a été très très important. Il a voyagé là-bas, en Orient? Alors, il a voyagé pas mal, et il a surtout voyagé, je pense qu'il a beaucoup lu, hein, mais il a beaucoup voyagé entre la guerre, entre les deux guerres, il a pas mal voyagé, et il a pas mal voyagé aussi tout de suite après la guerre. Et là, il a été en Égypte, il était dans de nombreux pays pendant les dernières années de sa vie. Le voyage, évidemment, les voyages aux États-Unis, il en a fait deux importants. Ce sont les deux exils, finalement, de Maeterlinck pendant la guerre 40, mais aussi pendant la guerre 14-18. Et on parlait de l'accueil de Maeterlinck, c'est assez extraordinaire. Maeterlinck, après la guerre 14-18, se retrouve à New York. Il fait le voyage sur un paquebot qu'on appelle le paquebot Paris. Et quand il arrive à New York, il y a des tas d'avions qui l'accompagnent, qui accompagnent son arrivée à New York. Et il défile dans New York comme étant vraiment une personnalité, comme étant un président étranger. Les grands magasins de New York sont décorés aux couleurs de l'oiseau bleu. Il paraît que c'est fou. Moi, je n'ai aucun témoignage, hein, c'est ce que j'ai lu. Mais il faut le croire, en tout cas. Voilà. Bon, la question qui se pose, évidemment, le travail ayant été gigantesque, pourquoi Maeterlinck? Alors, ça, c'est très simple. Vous le savez, je suis fidèle aux éditeurs, donc personnellement, mon éditeur, c'est Lettres Vives. Les circonstances font que je partage un peu aujourd'hui avec un nouvel éditeur qui est Arfuyen, qui donc a publié un livre, s'apprête à en publier un second dans quelques mois. Et lors d'une rencontre avec Gérard Pfister, qui est le patron d'Arfuyen, c'est lui qui me dit « Mais est-ce que tu ne nous ferais pas un Maeterlinck ?» Je connaissais cette collection que j'aime beaucoup. J'ai un peu hésité, en me disant « Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Où vais-je mettre les pieds ?» Et finalement, peut-être manquant de modestie, certainement, j'ai dit « Oui, allez, on va faire un Maeterlinck. » Ce qui veut dire que pendant 2 ans, à peu près, j'ai relu les pièces, mais enfin toutes les autres choses, c'est-à-dire beaucoup plus de fragments qui sont extraits des essais plutôt que des pièces. Parce qu'au départ, moi, je n'avais pas trop envie de mettre les fragments de pièces, parce que était-ce vraiment la pensée de Maeterlinck ou bien de son petit diablotin ou autre chose? Donc là, on en a mis, mais pas énormément avec chaque fois les références, évidemment. Et je dois bien reconnaître que le train a été quelque chose de très intéressant pour moi. Nous en parlions entre Charleroi au Lutre et Bruxelles aller-retour. C'était Maeterlinck quasi pendant 2 années. Voilà pour l'histoire de Maeterlinck. Et comment est-ce que vous avez procédé? Avant de vous laisser répondre, je vais peut-être relire 2-3 de ces aphorismes qui illustrent le style quand même très, très particulier, cette langue d'une très grande fermeté et d'une densité parfois vertigineuse. À quelle page? La page 31.
le livre que vous allez tous vous procurer après la séance. Le premier, c'est que celui qui a été mis en évidence, peut-être que Yves Damu nous dira pourquoi et comment. Je cite. « Je désire le Verbe nu comme l'âme après la mort pour dire l'énigme, dénué de substance et de lumière dans sa splendeur intérieure. » J'en prends d'autres. Il n'y a peut-être rien de plus effrayant que les sciences mortes, les langues mortes et les cultes morts. Mais cependant, s'il y avait un art mort. La raison est plus noire que l'intelligence. Il y a dans notre âme une chambre de barbe bleue qu'il ne faut pas ouvrir. Ce qu'il y a de plus étrange en l'homme, c'est sa sagesse occulte. En tout ce qu'il dit autre chose que ce qu'il dit. En tout ce qu'il lit, il lit autre chose que ce qu'il lit. En tout ce qu'il fait autre chose que ce qu'il fait. Et lorsqu'il prie, il fait autre chose que sa prière. Alors c'est celui-ci qui est vraiment superbe. Nous sommes comme des lanternes sourdes, pleins de grandes clartés intérieures, mais qu'il est impossible d'ouvrir. Donc on sent le goût du paradoxe, qui fait penser évidemment à Héraclite, Absolument. à cette obscurité, entre guillemets, typique des présocratiques. Comment est-ce que vous avez procédé pour faire un choix? Ça a dû être... Le choix, c'est d'abord une analyse. C'est lire. C'est lire, c'est annoter, puis on en laisse certaines, on en passe d'autres. Hein. Quand je relis L'Oiseau bleu, je me suis dit, tiens, j'ai oublié de mettre cela. Ben oui, c'est la même chose pour toutes et tous dans ce que nous faisons. Nos relectures, c'est une revisite, c'est une recréation. Donc, alors, pour le tout premier, il me paraît d'ailleurs parfois un peu énigmatique, hein, ce premier. Oui. Alors, le tout premier, je l'ai trouvé dans un livre qui n'a pas été publié du vivant de Maeterlinck et qui a été publié sur des fragments, qui a été publié dans une revue qu'on appelle La Fenêtre Ardente. Certains qui s'intéressent à la vie des revues, je crois que c'était Gaston Puel en France qui s'occupait de cela, et c'est intitulé Les Visions typhoïdes, ça date de 1888. Mais donc le travail, c'était finalement un travail par date, et non pas par la vision, le mystère chez Maeterlinck, c'est l'intériorité, l'intuition, la connaissance. Non, c'est tout simplement un travail linéaire par date. Et donc la densité y est depuis le départ. Je pense. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, Ceci, il écrit ce premier aphorisme à 26 ans. Donc c'est à peu près au moment où Octave Mirbeau le salue dans le Figaro. C'est qu'il est déjà, en fait, quasi au fait. Oui, à cette époque-là, quand Octave Mirbeau le salue, il rappelle qu'il y a les serres chaudes, mais c'est autour de Pélias. Non, oui, c'est Pélias et Élise. Non, ce n'est pas ça. C'est autour de Malène, la princesse. Oui, c'est ça. On a derrière la porte un grand spécialiste qui est en train de nous aider quand on a un peu de... Alors il y a une chose qui frappe chez Maeterlinck, c'est un petit peu la même chose avec Camille Lemonnier. Comment on peut expliquer le relatif oubli dans lequel il est tombé alors qu'il a été célébrissime, que ses livres sont... Ça n'est pas vieilli, hein, c'est tout à fait moderne, on en parlera de la modernité de Maeterlinck. Est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait expliquer cette occultation? Oui. Mais peut-être qu'avant de parler de l'oubli, je voudrais peut-être revenir sur 1911 et le prix Nobel. Hein, et vous rappelez ce que disait, il y a en 2011, quand on fêtait les 100 ans du prix Nobel, ce que Jean-Marie Klinkenberg disait. Il voyait, lui, 3 raisons pour lesquelles on avait pensé à Maeterlinck à cette époque-là, alors que d'autres pouvaient prétendre au prix Nobel. Il y avait encore Verhaert qui vivait et qui n'est mort qu'en cancer, et qui, lui, l'attendait, ce prix Nobel. Il l'espérait. Maeterlinck, peut-être, mais il n'a pas été à Stockholm, Maeterlinck. Il
s'est déclaré malade, il avait une blessure à la main et il trouvait que son voyage allait être trop pénible pour lui. Ça fait partie finalement de ce personnage qui est controversé ou controversant. Et donc il voyait, lui, Klinkenberg, que 3 choses que j'ai notées. C'est qu'en fait c'était un auteur qui englobait plusieurs choses, quadruple, avec la poésie, l'essai, le théâtre et les traductions. Et en plus de cela, c'était, semble-t-il, une manière de consacrer l'esthétique symboliste par rapport à ce que Klinkenberg dit, le côté verlainien décadent, et de l'autre côté, l'esthétique de Mallarmé. Et donc là, c'était peut-être une façon aussi. La troisième raison, c'était quand même que il est l'un des premiers, je crois que c'est pas le premier, il y a Rodenbach, etc., mais il est l'un des premiers auteurs à être célébré quand même hors de France. Hors de France. Hein. Moi, j'en verrais peut-être une 4e. Hein, je ne sais si elle doit être évoquée, mais on parle de l'Oiseau bleu. L'Oiseau bleu est écrit en 1906, est publié en 1900. Je crois, non, en 8 ou quelque chose comme ça, publié en 8 ou en 8, probablement en 8, mais il est joué à cette époque-là, à Moscou. Et il est joué en 1909 par la troupe d'art de Moscou avec Georges Stanislavski. Et il est joué en 10 à Londres, il sera joué en 11 à Paris, au théâtre Réjane. Et quand on relit L'Oiseau bleu, on peut se demander s'il n'y a déjà pas quand même certaines pensées politiques quand même de Maeterlinck. On ne parle pas de cela, mais je crois que l'idée du collectivisme, ça, Maeterlinck adhérait. Alors qu'il avait son palais, il adhérait à cela. Et quand on lit d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, mais je fais une petite insiste, je ne sais pas si vous l'avez vu, on parle aujourd'hui du patrimoine avec Maeterlinck, mais je vous signale que vient de sortir ce mois-ci une nouvelle pièce de théâtre de Maeterlinck chez Albin Michel qui s'appelle La Nuit des enfants. On en reparlera peut-être pour terminer, mais j'ai l'impression que Maeterlinck épousait peut-être les idées d'un certain collectivisme. Donc il n'est peut-être pas exclu non plus qu'à Moscou et dans ces pays-là, il ait été poussé parce qu'on le sait, le prix Nobel, ce n'est pas que l'Académie suédoise. Chaque académie reçoit chaque année une petite lettre ou l'autre en disant pour qui aimeriez-vous que l'on vote, etc. Donc il y a toute une recherche à faire de ce côté-là et peut-être relire peut-être ces pièces avec cette idée qu'il était un homme finalement du partage. La formation de Maurice Maeterlinck, les grandes influences, vous en avez dit un mot, est-ce qu'on peut peut-être Vous avez parlé de l'influence de l'Orient, la mystique flamande. Oui, Ruysbroek, qu'il connaît pour avoir lu à rebours de Huysmans une note sur Ruysbroek. Et c'est extraordinaire cette traduction. Je vous signale d'ailleurs que si ça vous intéresse, cette traduction, elle se trouve aujourd'hui chez le même éditeur, chez Arfuyen, déjà depuis quelques années déjà. Peut-être bien 15 ans qu'ils ont publié une traduction de Maeterlinck. Il est aussi germaniste puisqu'il traduit Novalis, donc il y a une influence allemande. Disons, Novalis lu dans le texte, ce qui est quand même... Oui. Alors, je pense aussi qu'il ne faut pas oublier que Maeterlinck est un homme de Gand, finalement, et donc il est vraisemblable qu'il parle le néerlandais, enfin le flamand à l'époque, et peut-être un patois ou l'autre, mais que c'est assez simple pour lui de lire, pas très compliqué de lire finalement l'allemand, et
de s'y mettre, même si sa formation à lui, c'était le droit, puisque il a fait le droit et que son père Hippolyte lui propose un séjour à Paris pour se perfectionner dans le droit, et il choisit plutôt d'aller côté les salons, les poètes, etc. Et Mallarmé, pas n'importe qui. Oui, et surtout, plus que Mallarmé, parce que l'histoire dit, mais c'est vrai, qu'il avait envoyé un exemplaire à Mallarmé de Serre chaude et que cet exemplaire est passé finalement d'une main à l'autre et serait tombé entre les mains d'Octave Mirbeau. Mais celui qui l'a quand même pas mal influencé, je pense, tout simplement, c'est plutôt Villers, qui était quand même quelqu'un qui l'a beaucoup influencé sur ses premiers séjours. Et là, on est dans le symbolisme oui. pur et dur. Oui. Maintenant, définir le symbolisme par rapport aux autres. C'est compliqué, hein. Eh bien, là, moi, je me refuse à toute définition, mais par contre, ce qu'on pourrait peut-être faire, question piège, donc je joue un joker, moi je propose de lire un petit fragment, parce que finalement c'est essentiel sa poésie, des Serres chaudes, quelques lignes simplement de la cloche du plongeur. C'est là-dedans. Rosemary, c'est à la page 16. 16. Cloche à plongeur. Ô plongeur à jamais sous sa cloche, toute une mer de verre éternellement chaude, toute une vie immobile aux lents pendules verts, et tant d'êtres étrangers à travers les parois, et tout attouchement à jamais interdit, lorsqu'il y a tant de vie en l'eau claire au dehors. Attention, l'ombre des grands voiliers passe sur les dahlias des forêts sous-marines. Je crois que c'est précurseur du surréalisme. C'est plutôt ça qu'il faut chercher dans le... Pas envie de définir plutôt le symbolisme, mais de dire qu'il est... En fait, il échappe au courant. Je pense que le symbolisme, c'est le précurseur du surréalisme, quand on lit cela. Donc on pourrait dire qu'en fait c'est une sorte de, il y a chez lui, avec Matterlin, une révolution esthétique. Absolument, ça a été reconnu. Ça a été reconnu dans son théâtre aussi. C'est la première fois qu'on enlevait tous les codes habituels du théâtre, qu'on avait un théâtre de l'intériorité, qu'on avait un théâtre où entrait le mystère. C'est ça qui a séduit. C'est ça qui a séduit. Alors pourquoi serait-il un peu oublié ? Je ne suis pas un spécialiste de la chose, moi je vois peut-être une réponse de Candide quand on regarde les pièces de théâtre de Matterlin, qui sont des pièces de théâtre avec 20-30 personnages. C'est énorme. Aujourd'hui, c'est impossible. Il y a des adaptations qui ont été faites. Il y en a une qui a été faite dans les années 80 encore à Avignon. Il y en a une qui a été faite au Japon, merveilleusement faite, réalisée au Japon. Mais c'était un théâtre, cette pièce où il n'y a absolument aucune parole, mais simplement des gestes entre une maison, l'extérieur, etc. Donc c'est peut-être là une raison. Peut-être. Et puis de toute façon, pour être très clair, comme disait Alain Bosquet, si on retient de moi un demi-vers en chinois, je serai heureux. Je pense que nous sommes appelés, toutes et tous, à devenir des illustres inconnus au surlendemain de notre décès. Soyons raisonnables. Même vous, ma chère. Je n'ai pas l'air d'accord. Bon. Je prends deux citations qui vont peut-être m'introduire à la question suivante. Ce qui nous distingue les uns des autres, ce sont les rapports que nous avons avec l'infini. Nous naissons véritablement le jour, c'est le suivant, où pour la première fois nous sentons profondément qu'il y a quelque chose de grave et d'inattendu dans la vie.
Alors, c'est un thème qui revient très souvent chez Maeterlinck, l'énigme, le silence. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Mais en réalité, je pense que Maeterlinck était quelqu'un qui, d'abord, croyait, je pense qu'il croyait vraiment à la réincarnation. Et donc, fort de ses lectures hindoues, etc., et pour lui, je crois qu'il n'y avait pas, je ne crois pas, on le lit. Quand on lit l'oiseau bleu, c'est d'une évidence absolue, il n'y a pas de frontière entre les vivants et les morts. On ne meurt pas. Hein, si ce n'est que nous, ce qui nous manque, c'est de voir. Alors il a comme ça une relation au monde qui est assez, pour un scientifique, ça paraît quand même irraisonnable, mais bon, Maeterlinck, quand on y pense, à un certain moment donné, il fait parler les arbres. Aujourd'hui, on sait quand même qu'il y a un contact, qu'il y a un langage entre les arbres, et c'est scientifiquement prouvé. On sait aussi qu'avec les insectes, c'est pareil. On sait très bien que, et cela depuis bien longtemps, si vous avez deux roses, que vous mettez une glace, vous piquez une rose avec une aiguille, eh bien, en principe, c'est en tout cas moi ce que j'ai appris dans les cours de psychologie dans les années 70, eh bien, l'autre rose est en train de plier, elle aussi. Par contre, si vous mettez une glace, l'autre rose ne bouge pas. Il y a peut-être, vraisemblablement, quelque chose que nous ne pouvons pas encore deviner. Pourquoi pas? Je crois que les poètes aiment bien cette idée, quelque part. Alors, allons-y. Mais je crois que c'était cela, finalement. Hein. Mort, vivant, ça n'existe pas. Et puis les étoiles, c'est des poussières, c'est un peu de nous. Moi, j'avais repéré à propos de l'infini, je ne sais pas si c'est là qui est la 270. Voilà, je ne sais pas celle-là qui est. Nous savons tous que nous vivons dans l'infini. Mais cet infini, pour nous, n'est qu'un mot sec et nu, un vide noir et inhabitable. Aujourd'hui, on parle des trous noirs. Hein, une abstraction sans forme, une expression morte que notre imagination ne ranime un moment qu'au prix d'un effort fatigant, solitaire, inhabile, ingrat et infructueux. L'homme a su plus qu'il ne sait. C'est une autre. J'en prends une autre qui fait écho. Il faut vivre à l'affût de son Dieu, car Dieu se cache. Mais ses ruses, une fois qu'on les a reconnues, semblent si souriantes et si simples. Un rien dès lors nous révèle sa présence et la grandeur de notre vie tient à si peu de choses. On trouve ainsi dans les poètes un vers qui, ça et là, au milieu des humbles événements de nos jours ordinaires, semble entrouvrir soudain quelque chose d'énorme. Il y a quand même quelque chose d'animiste chez lui. Oui, De correspondance entre les vivants et les morts, les arbres, les oiseaux, les abeilles, les humains. Oui, et alors entre visible et invisible. Et les visibles et ça, l'invisible. c'est très très important. Ça. Donc là, il y a quelque chose. Invisible. Ce n'est pas un écrivain au sens. Un écrivain chrétien au sens de Paul Claudel ou de ce. Non, d'ailleurs, on a parlé de Sainte-Barbe. Il a un très très mauvais souvenir de son collège Sainte-Barbe. Et dans des cahiers de Georgette Leblanc, son épouse, qui est la sœur du Maurice Leblanc, hein, le policier, des romans policiers, c'est sa sœur. Et parenthèse, ils se sont rencontrés la première fois, pas loin d'ici, dans une maison à la rue Ducale, en face du palais royal. Bon. Mais elle raconte, il me disait toujours qu'il avait vraiment des difficultés à s'extraire de son éducation jésuite, qu'il ne supportait pas, mais il était vacciné aux jésuites, pas contre les jésuites.
Il avait eu sa dose. Il avait eu sa dose. C'est généralement ce qui arrive à ceux qui ont vécu dans des institutions catholiques, comme ce fut mon cas. Il y a aussi chez lui un moraliste. Dans la lignée, quand même, des grands moralistes français. D'abord, le côté dense, le côté bref, parfois sec de la prose, le petit coup d'épée. Il y a quelque chose qui remonte à une grande tradition, celle du XVIIe. Oui, mais est-ce qu'il est vraiment un moraliste? Parce que lui qui finalement ne prend pas parti, ne dit pas oui, ne dit pas non, et qu'il les met, enfin je ne suis pas certain, je pense qu'il nous met ça sur un plateau, ces hypothèses, et puis lui se retranche. Ceci étant, on en reparlera 2 secondes, mais j'ai repris ceci, tiens, donc ça vient de sortir, hein, il y a quelques semaines, il y a 2 ou 3 semaines, ça s'appelle La Nuit des enfants, c'est une pièce qui est retrouvée par le petit-fils de Maeterlinck, et d'après lui, c'est finalement une trilogie avec L'Oiseau, Bleu, Les Fiançailles et ceci. Et à propos de... Il fait parler, on en reparlera peut-être un peu, il fait parler de fées, la fée Bérilune qu'on trouve dans l'oiseau bleu, qui est la fée, je dirais, du oui, de l'agréable, du bonheur, etc. Et puis Bérénice, qui est celle qui dit non, finalement. Donc il y a 2 enfants, une fée est là pour accorder tous les souhaits de la fille, de la jeune fille, et puis il y a l'autre qui est là pour interdire. Mais rassurez-vous, ça se passe très très bien, mais ça commence comme cela. On parle de l'homme n'apprend à se connaître qu'au fond de son malheur, dit l'une. Et l'autre, Bérilune, dit « Je veux que l'homme se trouve et se connaisse au sommet du bonheur. » Je ne suis pas sûr qu'il soit moraliste. Je pense qu'il nous livre, un peu les 2 possibilités. Toujours dans ce livre-là, il y a une phrase aussi qui revient à ce dont on a parlé. Il faut apprendre à voir l'invisible. Ça fait penser à une phrase que je cite souvent d'Edmond Jabez dans le livre des questions, quand Edmond Jabez dit « Voir, c'est ouvrir une porte, c'est aller vers autre chose, vers quelque chose qui nous est invisible, vers une découverte nouvelle. » Et je pense que c'est surtout cela que la leçon de Maeterlinck, c'est nous inciter à être curieux, à ouvrir des portes qu'on n'aurait pas ouvertes. Hein? Voilà, ça on en reparlera peut-être une seconde. Pour conclure, on verra après pour les questions et d'éventuels développements, en quoi est-il notre contemporain? Où l'est-il? Après tout ce travail que vous avez fourni. Alors, je me demande si cette question-là, ce n'est pas un jour Christopher Gérard qui me l'a posée dans une autre vie, et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre? Le hasard fait que un jour, dans une consultation, rare consultation que je concède, un de mes patients s'est amené avec ceci, et je lui ai posé la question, tiens, toi qui es jeune, qui as 30 ans, en quoi Maeterlinck serait-il aujourd'hui quelqu'un de contemporain? Serait-il un moderne? Et alors c'est très étrange parce que ce garçon qui travaille dans une firme pharmaceutique et qui s'occupe des ressources humaines m'a envoyé un courriel avec des explications. Voilà pourquoi je trouve qu'il est. Eh bien, je vous lis un fragment, parce que c'est une page entière. Ce monsieur joue un rôle d'ambassadeur feel good. Bon. J'ai trouvé le bonheur dans une institution. Alors il disait qu'en lisant des fragments, il trouvait qu'il apprenait aux gens à être responsables de leur bien-être. Maeterlinck. Et il donnait un exemple.
connaît la maxime 180. Dans la vie, bien des bonheurs, bien des malheurs ne sont dus qu'au hasard, mais la paix intérieure ne dépend jamais du bonheur, du hasard, pardon. Alors il trouvait aussi qu'il y avait énormément de positivisme dans le Maeterlinck d'aujourd'hui, et qu'il y avait aussi cette recherche finalement de vie spirituelle, qui aujourd'hui, faut-il le dire, est un des éléments qui compose, je pense, la vie de pas mal de personnes. Avoir une attitude où on se met en recherche, en intériorité, ça me paraît être aujourd'hui utile et peut-être une bonne manière d'éviter de tomber dans ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out, etc. Pourquoi pas? Et alors il ajoutait ceci. Dans le cadre de la pandémie, je vous dis simplement ça, enfin, dans le cadre de la pandémie, tout le mouvement anti-vax, il y en a peut-être parmi vous, je m'en excuse, et le brouhaha engendré par ce dernier sur les réseaux sociaux est décrit dans la maxime 351. Bon, la maxime 351, qu'est-ce qu'elle dit? Malheureusement, les mauvais conseils ont plus d'assurance, font plus de bruit que les bons. Voilà. Ça, c'est le moraliste qui parle. Là, oui, on se rejoint là, sur ce côté-là. Ouais. Voilà. Alors, si on peut conclure, en tout cas, moi, je voudrais vous rappeler ce livre. Donc, je ne sais pas, avez-vous encore le souvenir de l'oiseau bleu, de l'histoire de l'oiseau bleu? Parce qu'on parle de l'oiseau bleu, mais autant vous le dire, je l'ai lu plusieurs fois, mais je l'ai relu aujourd'hui, parce que je me dis, oulala, cette histoire avec tout le monde, les personnages, etc., on s'en mêle les pinceaux. Ces deux enfants, Tiltil et Miltil, qui s'éveillent un matin, qui voient à l'extérieur la fête de Noël, en face. Et ça, c'est aussi important chez Maeterlinck. Ils voient la maison des riches, qui est éclairée, où on amène des gâteaux, où les enfants mangent. Et eux, eh bien, dans l'imaginaire, ils s'imaginent, oh, les gâteaux là, ils les mangent aussi, mais ils ne les touchent pas. Et puis arrive la fée qui leur dit, écoutez, j'aimerais que vous partiez à la recherche de l'herbe qui parle et de l'oiseau bleu, parce que ma fille est malade. Et ce qu'elle cherche, en fait, ma fille, c'est le bonheur. Et donc, ils vont partir avec quelques animaux, la chatte, le chien, la chatte qui est la mauvaise, celle qui triche quelque part, et puis ils vont aller dans des tas de palais, etc. Ils vont aller voir les arbres, ils vont d'abord aller dans la maison, dans le pays du souvenir. Et donc, ils retournent voir les grands-parents, qui sont morts depuis très longtemps. Ils côtoient les grands-parents, ils mangent un peu avec eux, mais il faut se dépêcher pour aller chercher cet oiseau bleu. Et ils sont aidés par la lumière. Mais par contre, la nuit, elle ne veut pas qu'on découvre ce trésor. Et ils ont un chapeau vert, et sur le chapeau, un diamant qu'il faut tourner dans un sens ou dans l'autre pour avancer dans le temps ou pour reculer. Et ça se termine finalement où ils se rendent compte, ils se réveillent. Pour eux, ils ont passé une année, mais en réalité, les parents leur disent dépêchez-vous, il est 8h du matin, là, qu'est-ce que vous avez fait? Et donc c'est un rêve, c'est une féerie, c'est la magie. Et tout simplement pour dire que c'est la leçon finalement de cette pièce, c'est que le bonheur, c'est d'abord chez nous qu'on peut le trouver en nous. Comme, je me souviens ici même avoir dit, comme ça m'est sorti un peu de la tête, on parlait avec France d'un petit livre qui s'appelait Dieu ou quelque chose comme ça, que j'avais commis, petit traité d'un agnostique, ou à tout le moins de quelqu'un qui se croit comme ça.
Et j'avais dit, pour terminer, mais finalement Dieu, c'est la meilleure part que nous avons en nous. Mais je pense que le bonheur, c'est aussi cela, c'est aller à la recherche de cette meilleure part que nous avons tous en nous. Voilà. Et ceci, donc, c'est 15 tableaux. C'est très court, je ne crois pas qu'on puisse faire une pièce de théâtre avec cela, retrouvé par son petit-fils, et qui met en scène Patrocle et Joselle, Patrocle étant le petit-fils de Tilkith. Voilà. Donc on repasse aussi, et ça se termine, donc ça a été écrit, ceci a été écrit apparemment en 1941. Et ça a été écrit en français, ça a été écrit en anglais. Il y a des parties en français et en anglais. Donc ils ont un peu triché parfois pour mettre les choses les plus adéquates, mais très rarement ils le signalent d'ailleurs. Et ça se termine par le palais de l'avenir. Et on revient à cette idée quand même qu'elle je pense quand il s'agit de Maeterlinck. C'est quelqu'un qui, même s'il était richissime, même s'il avait son palais, ce palais de l'avenir, ils veulent le construire, et toujours les deux faits, moi j'ai droit à ceci, je veux qu'il y ait de l'eau tout autour, je veux qu'il y ait des grandes pièces, etc. Et ils y invitent tous les enfants du monde, et simplement les parents sont fâchés de voir tous ces enfants qui partent vers un espèce de palais métaphysique. Voilà. Ça, c'est La Nuit des enfants, que je vous invite peut-être à lire et relire L'Oiseau bleu et Les Serres chaudes et d'autres. Voilà. Merci à vous. Et merci à Maeterlinck. Merci à Christophe Doré.